Vous avez 3 jours pour partir. » Ces mots sont tombés sur moi comme un coup près, au moment même où le deuil m'écrasait déjà. Mon fils venait d'être enterré à Tourcoing, et avant que la terre sur sa tombe n'ait eu le temps de se tasser, ma belle-fille m'avait condamnée à l'exil. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la voix glaciale comme le vent de mars qui balayait les façades de briques rouges de notre ville du Nord. À ses pieds, ma valise gisant sur l'herbe humide, jetée comme un déchet, encore entr'ouverte, laissant dépasser mes foulards pliés et l'enveloppe contenant l'acte de décès de mon propre fils. Je restai figé quelques instants, incapable de répondre. Le craquement du cuir abîmé de cette valise résonnait dans ma poitrine plus fort qu'un tonnerre. C'était la valise que Daniel, mon fils unique, m'avait offerte pour mon voyage à Paris quelques années plus tôt. Il avait fait broder ses initiales sur la poignée. Aujourd'hui, c'était le seul morceau de lui que je pouvais encore toucher. Ma belle-fille, elle, avait déjà tourné les talons, persuadée que son mot suffisait pour me balayer hors de cette maison que j'avais vue naître et grandir, hors de cette vie où j'avais investi chaque battement de mon cœur. Je me suis assise sur les marches, le souffle court. Devant moi, le pavé mouillé luisait sous un ciel bas et gris. J'aurais pu composer le numéro d'une amie, d'une cousine à Lille ou même d'un taxi pour m'éloigner. Mais ce fut un autre réflexe, plus profond, presque instinctif. J'ai appelé le service de publicité foncière. Ma voix tremblait à peine lorsque j'ai dit « Je suis copropriétaire d'un bien et il semble y avoir une confusion. J'aimerais vérifier le titre de propriété. » Parce que voilà la vérité. Elle croyait que j'étais impuissante. Mais j'avais seulement été polie. 3 jours plus tôt, j'avais accompagné mon fils dans sa dernière demeure. Daniel n'avait que 35 ans. Un cancer du pancréas l'avait emporté en moins d'1 an, m'arrachant la seule lumière de ma vie. Je l'avais vu dépérir, lui qui travaillait sans relâche comme ingénieur, lui qui courait après son petit garçon dans le jardin. Son rire s'était éteint, remplacé par le bip monotone des machines. À ses côtés, j'étais restée jusqu'au bout, tenant sa main encore chaude alors que ma belle-fille, elle, vérifiait déjà sa montre et appelait les pompes funèbres. Elle n'avait pas versé une larme. Aux obsèques, ce fut elle qui régna, vêtue de soie noire et de perles, orchestrant chaque détail comme si elle mettait en scène une pièce de théâtre. Elle me refusa même le droit de lire un texte, sous prétexte que je serais trop émotive. J'étais la mère de Daniel, et pourtant reléguée au rang d'invitée lointaine, assise dans un banc du fond, comme une étrangère. Ce jour-là, j'ai ravalé mes larmes. Mais ce matin, lorsqu'elle jeta ma valise dehors, je n'ai plus pu les retenir. J'ai relevé la tête pourtant, j'ai pris ce vieux bagage dans mes bras et je me suis souvenue de ce que Daniel m'avait confié un soir. « Maman, garde bien les papiers dans le coffre ignifugé, au cas où. » À cet instant, une certitude s'imposa. Elle m'avait peut-être chassée, mais elle avait oublié que la maison n'était pas la sienne. Daniel et moi l'avions achetée ensemble, en indivision, bien avant leur mariage. Elle n'avait jamais pris la peine de vérifier. Alors, je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai choisi le silence, celui qui précède les tempêtes. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au trottoir, et avec des gestes mesurés, j'ai essuyé la boue collée sur ma valise. Derrière les vitres, je voyais l'ombre de ma belle-fille se mouvoir dans sa maison, certaine de m'avoir effacée. Mais en moi, quelque chose venait de s'allumer. Une flamme froide et inaltérable. Je savais désormais que je ne serais pas la victime silencieuse qu'elle espérait. Et vous qui m'écoutez ce soir, vous qui peut-être avez déjà ressenti cette humiliation muette, ce poids de n'être plus qu'un fardeau aux yeux de ceux pour qui vous avez tout donné, dites-moi, avez-vous déjà connu ce moment où l'amour se transforme en effacement, où le deuil se double de l'injustice? Écrivez-le en commentaire. Vos mots sont précieux, vos silences aussi.
car parfois c'est en parlant que nous reprenons notre place et c'est ensemble que nous refusons d'être effacés. Je revois encore Daniel enfant, courant dans les rues pavées de Tourcoing avec ses joues roses et son cartable trop grand pour ses petites épaules. Il était arrivé tard dans ma vie, comme un miracle, après tant de fausses couches et de nuits d'hôpital où l'on me disait que je n'aurais plus jamais la chance d'être mère. J'avais 40 ans quand je l'ai mis au monde. Je me souviens du silence qui suivit son premier cri, un silence dense, presque sacré. Les médecins souriaient, incrédules. Moi, je savais déjà qu'il était le cadeau qui rattrapait toutes mes blessures. J'ai élevé Daniel seul. Son père, un ouvrier du textile, nous avait quittés lorsqu'il avait 10 ans, terrassé par une maladie soudaine. À partir de ce jour, Daniel s'était juré d'être l'homme de la maison. Il m'aidait à plier le linge, à porter les sacs de marché, à vérifier les factures. Il grandissait trop vite, avec cette maturité d'enfant qui a connu le manque, mais il n'en perdait pas pour autant sa douceur. C'était un garçon silencieux, attentif, qui préférait les livres aux jouets, les câlins aux cris. Nous étions une équipe. Je travaillais comme secrétaire dans un cabinet comptable du centre-ville et lui m'attendait le soir avec ses devoirs terminés et un sourire timide. Les week-ends, nous prenions le train pour Lille, juste pour marcher dans les rues bondées, admirer les vitrines et partager une gaufre encore chaude. Je me disais souvent que si le bonheur avait un visage, c'était celui de Daniel lorsqu'il riait, les yeux plissés, le nez relevé, comme son père. Puis, les années ont filé. Daniel est devenu un homme solide, brillant dans ses études d'ingénieur. J'étais si fière de lui le jour où il a trouvé son premier emploi à Villeneuve-d'Ascq. Je l'ai vu s'éloigner peu à peu, construire sa propre vie, comme il était juste qu'il le fasse. Et c'est à cette époque qu'Émilie est entrée dans son univers. Elle avait le sourire facile, les gestes polis, l'allure d'une femme qui sait se rendre aimable. La première fois qu'elle est venue dîner chez nous, elle avait apporté une bougie parfumée et une bouteille de vin. Des attentions simples, mais calculées. J'avais préparé le plat préféré de Daniel, un gratin de chou-fleur gratiné à l'ancienne, comme le faisait sa grand-mère. Elle a goûté, puis m'a lancé avec ce sourire impeccable. C'est rustique. Un mot qui sonnait comme une gifle dissimulée. Daniel n'a plus jamais demandé ce gratin après cela. Au début, je n'ai pas voulu voir. J'ai pensé qu'elle était seulement maladroite, que le temps adoucirait les angles. Mais très vite, les signes se sont multipliés. Daniel m'appelait moins souvent. Mes visites devenaient soudain gênantes. On me demandait de prévenir avant de passer, puis de ne plus rester trop longtemps, puis de ne pas rester seule avec Tommy, mon petit-fils, sans autorisation. Chaque pas en avant que j'essayais de faire vers eux se heurtait à une porte qui se refermait doucement, mais sûrement. J'ai accepté. J'ai avalé mes mots. Pour Daniel. Parce que je croyais qu'aimer un enfant, c'était aussi savoir s'effacer pour son bonheur. Mais ce bonheur, je voyais bien qu'il lui échappait aussi. Derrière ses sourires fatigués, Daniel avait perdu sa spontanéité. Il choisissait ses phrases comme s'il devait demander une permission invisible avant de parler. Et moi, impuissante, je l'observais devenir un étranger dans sa propre maison. Lorsque Tommy est né, j'ai cru que les choses changeraient. Pendant les premières semaines, Émilie avait besoin de moi. Je me suis installée chez eux, dormant parfois sur un matelas dans la chambre du bébé. Je cuisinais, je nettoyais, je berçais ce petit être qui avait les yeux de son père et la même façon calme de respirer. Mon cœur débordait de gratitude. Je retrouvais un rôle, une place. Mais cette parenthèse s'est refermée aussitôt qu'Émilie s'est remise. Très vite, je me suis retrouvée à nouveau à la porte, sous prétexte que Tommy était trop stimulé ou que nous faisions une journée sans écran. Puis le coup de tonnerre est tombé. Daniel était malade. Un appel bref, une voix tremblante. « Maman, ils ont trouvé quelque chose. Pancréas, stade 4. »
Je me souviens d'avoir lâché l'éplucheur de pommes de terre que j'avais en main, d'être resté pétrifié dans ma cuisine. Le monde s'était effondré en une phrase. J'ai couru le rejoindre dès le lendemain. Je me suis installée à nouveau dans leur maison, cette fois sans qu'Émilie ose protester ouvertement. J'ai proposé de payer ma part, elle m'a répondu sèchement « Faites juste en sorte de ne pas rajouter de travail ». Alors j'ai pris sur moi. Je préparais des soupes, je l'accompagnais aux rendez-vous médicaux, je notais chaque détail que les médecins évoquaient. Mais je voyais bien qu'Émilie filtrait tout. Elle se plaçait toujours entre lui et la vérité. Elle décidait des médicaments, refusait qu'il entende certains comptes rendus. Et Daniel, trop faible, acceptait, hochant simplement la tête. Un soir, j'ai tenté de lui demander s'il savait où en étaient les analyses. Il m'a regardé les yeux cernés et m'a murmuré « Je n'ai pas demandé, maman ». Émilie dit que c'est mieux que je me concentre sur le positif. Mais de positif, il n'y avait plus rien. Son corps s'éteignait, lentement. À la fin, Émilie interdisait presque toute visite. Elle disait qu'il fallait protéger son espace. Pourtant, une nuit, je me suis faufilée dans sa chambre. Daniel était éveillé, ses doigts tremblaient sur le drap. Je lui ai pris la main et il a murmuré d'une voix éteinte « C'est tout ». Ce fut la dernière phrase que je compris de lui. Peu après, ses yeux se sont fermés. Je l'ai accompagné jusqu'au bout. Émilie, elle, ne pleurait pas. Elle planifiait déjà, et moi, je n'avais pas encore compris que mon deuil ne serait que le début d'un autre combat. Celui contre l'oubli, contre l'effacement, contre cette injustice glaciale qui m'attendait dès que la terre fut retombée sur le cercueil de mon fils. Les premiers signes de rejet avaient été discrets, presque invisibles, pour qui n'aurait pas su regarder de près. Moi, je les ai sentis comme on sent une fissure s'élargir dans les murs de sa propre maison. Au début, ce n'étaient que des remarques anodines. Émilie, qui reprenait mes gestes, mes paroles, comme pour montrer que rien de ce que je faisais n'était vraiment correct. « Tu tiens Tommy trop serré », disait-elle, ou encore « Tu devrais éviter de lui raconter ces vieilles histoires. Ça l'embrouille. » Toujours avec ce sourire poli qui n'était qu'une façade. Je m'étais tue. Pour Daniel, pour la paix fragile qui tenait encore debout. Mais chaque silence que je gardais me faisait disparaître un peu plus. J'avais l'impression de devenir une ombre, tolérée seulement quand j'étais utile. Quand je passais, je voyais la façon dont elle rangeait immédiatement ses affaires, comme si ma présence était une intrusion. Un jour, je suis arrivée avec un pot-au-feu mijoté toute la matinée, pensant lui faire plaisir, alléger sa charge. Daniel m'a accueillie dans le garage, m'a serré contre lui et m'a chuchoté « Merci, maman, mais entre par derrière. Elle ne veut pas que tu cuisines, ça la stresse. » J'ai senti mon cœur se serrer. J'étais devenue une étrangère dans la maison que j'avais contribué à acheter et où mon fils vivait comme un invité sous condition. Plus tard, ce fut l'accès à Tommy qui se réduisit. Émilie trouvait toujours une excuse. Il est fatigué, il est trop excité. Nous faisons une journée sans visite. J'avais élevé Daniel seul, j'avais veillé à chaque instant de sa vie, et voilà que l'on m'interdisait de voir mon petit-fils, comme si je représentais un danger. J'avais parfois l'impression qu'elle voulait effacer jusqu'à la trace de mon existence dans leur famille. Un après-midi, alors que je gardais Tommy pendant qu'elle faisait des courses, j'ai entendu un bruit de clé à la porte. Émilie est entrée, son sac encore à l'épaule, et m'a trouvée assise par terre avec l'enfant sur les genoux, lui lisant un conte que Daniel aimait quand il avait son âge. Son regard s'est assombri. « Je t'ai déjà dit que ces histoires étaient trop sombres, » dit-elle d'un ton sec. Je me suis levée, confuse, balbutiant que c'était simplement un souvenir partagé avec Daniel. Mais elle ne voulait rien entendre. Elle m'a arraché le livre des mains et a dit « Ici, c'est moi qui décide ce qui est bon pour lui. » À partir de ce jour, j'ai compris qu'elle me voyait non pas comme une alliée, mais comme une rivale.
une rivale en amour maternel, en autorité, en mémoire. Et Daniel, pris entre nous deux, choisissait le silence. Ses regards me suppliaient parfois de comprendre, de ne pas envenimer la situation. Alors j'ai continué à m'effacer. Je m'effaçais à table quand je me faisais toute petite dans un coin, écoutant Émilie parler d'elle, de ses projets, de ses choix, sans jamais me demander mon avis. Je m'effaçais lors des repas de famille, quand elle servait ses parents avec attention, mais passais mon assiette presque machinalement, sans un mot. Je m'effaçais quand Daniel, trop fatigué, me serrait la main furtivement dans le couloir, comme pour s'excuser de son absence. Et peu à peu, je suis devenue invisible. Invisible dans leur quotidien, invisible dans les photos de famille affichées au mur, où je n'apparaissais presque jamais. Invisible même pour Daniel parfois, qui semblait se protéger derrière un mur de fatigue et de résignation. Mais le moment le plus dur fut sans doute ce dimanche où Émilie organisa un déjeuner avec ses amis. J'étais dans le salon, préparant un plateau de biscuits pour Tommy. J'entendais leurs rires, leurs conversations, puis soudain, une voix claire, celle d'Émilie. Elle vit encore ici, mais pas pour longtemps. Elle n'est pas facile à gérer, vous savez. Je suis restée figée, le plateau tremblant entre mes mains. C'était moi. Pas facile à gérer. Moi que l'on rabaissait devant des étrangers, dans ma propre maison. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus seulement de l'indifférence. C'était du mépris. Et je sentais déjà qu'un jour, ce mépris prendrait la forme d'une décision irrévocable. Ce fut ainsi que mon quotidien s'est rempli de petites humiliations. Chaque regard détourné, chaque phrase acérée, chaque porte fermée. Je n'étais plus la mère aimée, ni la grand-mère bienveillante. J'étais devenue un poids, une gêne, un meuble ancien dont on ne sait comment se débarrasser. Et pourtant, je suis restée silencieuse, persuadée que mon amour pour Daniel et pour Tommy suffisait à tout supporter. Je n'avais pas encore compris que ce silence, un jour, se transformerait en arme. Le jour où tout bascula ne fut pas marqué par des cris ni par une dispute violente. Ce fut un simple matin gris de février à Tourcoing, où le froid semblait s'infiltrer jusque dans les os. Émilie m'attendait dans la cuisine. Elle avait disposé des papiers sur la table, un stylo soigneusement posé à côté, et son regard luisait d'une froideur que je connaissais trop bien. « C'est juste une formalité, » dit-elle en me tendant les feuilles. Je m'assis lentement. Les documents portaient un titre administratif que je compris immédiatement. Une modification du titre de propriété, un transfert. Mon cœur se serra. C'était la maison. Notre maison, celle que Daniel et moi avions acheté ensemble bien avant qu'Émilie n'entre dans nos vies. Je levai les yeux vers elle. « Pourquoi voudrais-tu que je signe ça ?» demandai-je d'une voix faible. Son sourire fut tranchant. « Parce que c'est la logique des choses. Tu es seule, Ruth. Cette maison appartient désormais à ma famille. Daniel me l'a laissée, et tu devrais comprendre qu'il est temps de tourner la page. » Je sentis mon sang se glacer. Daniel n'avait jamais parlé de cela. Au contraire, il m'avait répété que je devais conserver ma part, au cas où. Il m'avait fait promettre de toujours garder une copie des papiers dans le coffre à l'abri. Je reposai le stylo. Émilie haussa les épaules, agacée. « Écoute, si tu refuses, ça ne changera rien. Dans 3 jours, tu devras partir. J'ai déjà contacté un serrurier. 3 jours. 3 jours pour disparaître de la maison où j'avais élevé mon fils, où j'avais vu naître mon petit-fils. 3 jours pour être effacée comme si je n'avais jamais existé. » Je me levai, tremblante, et quittai la pièce sans un mot. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisait. Ce n'était plus une série de petites humiliations. C'était une tentative claire, nette, de m'expulser de ma propre vie. Je passai le reste de la journée dans ma chambre, la valise ouverte sur le lit. Je repliais soigneusement mes foulards, rangeais mes médicaments, mis de côté les photos jaunies de Daniel enfant. Chaque geste était comme une déchirure.
J'avais l'impression de préparer mon départ vers un exil sans retour. Le soir venu, je m'assis sur le bord du lit et ouvris le coffre où Daniel m'avait demandé de garder les papiers importants. Là, entre des enveloppes officielles et un carnet de comptes, je retrouvais l'acte notarié. Nous étions bien copropriétaires, en indivision. Aucune trace de modification. Aucune signature de Daniel cédant sa part à Émilie. Elle n'avait pas pris la peine de vérifier. Elle croyait que son mariage suffisait à tout lui donner. Une colère froide commença à couler dans mes veines. Pendant des années, j'avais accepté le mépris, les regards blessants, l'isolement imposé. Mais cette fois-ci, il ne s'agissait plus seulement d'insultes ou de silence. C'était une tentative d'effacement légal, d'expropriation. Elle voulait m'effacer de l'histoire de Daniel. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je décidai de ne pas me taire. Le lendemain matin, je pris mon manteau, mes papiers et je marchai jusqu'au bureau du service de publicité foncière. La salle sentait le café froid et le papier poussiéreux. J'expliquai ma situation à un employé, un homme à la cinquantaine qui hocha la tête avec gravité. Si votre nom figure sur l'acte 2018, madame, vous êtes bien copropriétaire. Sans votre signature, rien ne peut être transféré. Je sortis de ce bureau le cœur battant. Pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus seulement une victime. J'avais une arme, la vérité écrite noir sur blanc. De retour à la maison, Émilie me croisa dans le couloir. Son sourire satisfait s'effaça quand elle vit le dossier que je tenais contre ma poitrine. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda-t-elle sèchement. Je ne répondis pas. Je montai dans ma chambre, refermai la porte, et pour la première fois, je ressentis une étrange sérénité. Elle croyait m'avoir réduite au silence, mais elle venait de réveiller une force que je ne soupçonnais plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais assise près de la fenêtre, regardant les lumières de Tourcoing scintiller au loin. Le vent soulevait les branches nues des platanes, et dans ce mouvement, je retrouvais quelque chose de moi. Une résilience, une obstination. J'avais perdu mon fils, mais je n'allais pas perdre sa mémoire, ni la maison où il avait vécu, ni le droit d'aimer mon petit-fils. Émilie avait franchi une limite qu'aucune belle-fille n'aurait dû franchir. Et désormais, je savais que le temps des silences était terminé. Les nuits qui suivirent furent les plus longues de ma vie. J'entendais encore la voix de Daniel dans ma mémoire. Ce timbre doux qui, enfant, me disait « Ne t'inquiète pas, maman, je vais t'aider ». Mais désormais, il n'y avait plus que le silence, brisé parfois par le claquement sec d'une porte en bas ou par le grincement du parquet, quand Émilie circulait dans la maison comme si elle en était la seule propriétaire. Je passais des heures assise au bord du lit, le dos courbé, le regard fixé sur les papiers étalés devant moi. Le titre de propriété, les factures anciennes, même les cartes postales de Daniel. Tout devenait soudain des pièces à conviction. Je relisais chaque ligne, chaque signature comme pour m'ancrer dans la réalité et ne pas céder à la panique. Car la vérité est que j'avais peur. Peur de me retrouver dehors, à mon âge, avec une valise pour tout bagage. Peur d'être dépouillée de mon passé, de mes souvenirs, de mon rôle de grand-mère. Peur de voir Émilie raconter à Tommy dans quelques années que sa grand-mère n'avait jamais existé ou qu'elle n'était qu'un poids inutile. Alors je priais. Pas avec des mots compliqués, non. Juste avec des murmures adressés à Daniel la nuit, comme s'il pouvait encore m'entendre. « Aide-moi, mon fils. Dis-moi ce que je dois faire. » Et dans ces instants, je sentais une force, fragile mais tenace, s'éveiller en moi. Un matin, incapable de supporter cette inertie, je sortis marcher dans les rues encore endormies de Tourcoing. Les vitrines des boulangeries s'illuminaient à peine. Une odeur de pain chaud flottait dans l'air. Je me suis assise sur un banc de la Grand Place et j'ai commencé à écrire dans un carnet. Des listes, des idées, des hypothèses. C'était maladroit, mais je comprenais que je ne pouvais plus rester spectatrice. J'ai dressé un plan, étape par étape, vérifié tous les papiers,
Consultez un notaire discrètement. Gardez une trace écrite de chaque parole, chaque menace d'Émilie. Et surtout, ne rien montrer, ne rien dire. Mon silence devait devenir mon masque, derrière lequel je préparais ma défense. Quelques jours plus tard, j'ai pris rendez-vous avec un notaire de Lille, une femme d'une 60aine d'années, au regard franc, qui m'accueillit sans détour. Je lui ai montré mes documents. Elle a étudié chaque page avec une concentration qui me fit trembler d'impatience. Puis elle releva la tête. « Madame, votre belle-fille ne peut rien sans votre signature. Vous êtes en indivision. C'est la loi. » Je sentis mes yeux s'embuer, un mélange de soulagement et de colère contenue. « Mais si elle a un document, un testament ?» demandai-je. Le notaire pinça les lèvres. « Il faudra l'examiner. Si la signature est fausse ou obtenue dans des conditions douteuses, il peut être contesté. Ne cédez jamais sans vérifier. » Ces mots me donnèrent de nouvelles armes. Je rentrai chez moi le pas plus ferme. Émilie me lança un regard soupçonneux en me voyant franchir la porte, mais je restais impassible. J'avais désormais un secret que elle ignorait. J'étais prête à me battre. Chaque nuit, je travaillais en silence. J'ouvrais les vieux classeurs de Daniel, ses courriers, même son ordinateur portable que j'avais retrouvé au grenier. Je découvris des fichiers, des notes, des brouillons d'emails jamais envoyés. Certains révélaient des doutes qu'il avait eus, des inquiétudes concernant Émilie. Il y parlait de comptes bancaires, de documents qu'il ne comprenait pas. Mon cœur se serra. Mon fils avait pressenti quelque chose, mais il était trop faible pour aller au bout. Ces découvertes me donnèrent la certitude que je ne pouvais pas abandonner. Si je baissais les bras, ce n'était pas seulement moi qu'Émilie effaçait, c'était Daniel lui-même, son héritage, sa voix réduite au silence. Alors, je me mis à préparer plus méthodiquement encore. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire, loin de leur regard, pour y déposer mes économies. J'ai noté les coordonnées d'un avocat conseillé par le notaire. J'ai commencé à rédiger mon propre testament pour protéger ce qui me restait et l'assurer à Tommy. Chaque geste était à la fois une précaution et une promesse silencieuse. Je ne serais plus jamais prise au dépourvu. Pourtant, dans le secret de mes nuits, le doute revenait. Une petite voix me murmurait « Et si tu n'y arrivais pas? Et si tu étais trop vieille, trop seule ?» Je la chassais en pensant à Daniel, à ses yeux qui me cherchaient dans ces derniers instants. Non, je n'avais pas le droit de céder. C'est ainsi que mes jours prirent un autre rythme. Aux yeux d'Émilie, je restais la belle-mère docile, pliant le linge et préparant le repas sans rien dire. Mais à l'intérieur, je devenais une stratège. Chaque sourire que je lui adressais cachait une pensée. « Ton jeu est bien terminé. » Je ne savais pas encore quand ni comment viendrait le moment de vérité. Mais je sentais déjà que le piège que je tissais, fil après fil, se refermerait un jour sur elle. Et ce jour-là, je retrouverais non seulement ma dignité, mais aussi la voix de mon fils. Tout s'organisa en silence, à l'ombre des regards d'Émilie qui croyait avoir déjà gagné la partie. Elle se promenait dans la maison comme une reine sur son trône, oubliant que chaque pas qu'elle faisait résonnait encore dans mes oreilles comme une provocation. Mais j'appris à ne plus réagir. Je baissais les yeux, j'acquiesçais, je faisais semblant d'être cette vieille femme fatiguée qu'elle décrivait à ses amis. Pendant ce temps, je préparais ma vengeance avec la patience d'une horlogère. La première étape fut de rencontrer à nouveau le notaire de Lille. Je pris un rendez-vous discret, un matin où Émilie croyait que j'allais chez le médecin. J'apportais tous les documents que Daniel m'avait laissés et nous passâmes plus de 2 heures à les examiner ensemble. « Votre fils n'a jamais modifié l'acte d'indivision », confirma la notaire en traçant une ligne du doigt sur le papier jauni. « Sans votre accord, rien ne peut être cédé. Vous êtes protégé. » Ces mots étaient une encre dans la tempête. Mais je savais qu'Émilie ne reculerait pas. Elle était trop avide, trop sûre d'elle. Alors j'anticipais.
Je demandai l'ouverture d'un nouveau compte bancaire sur lequel je fis transférer ce que je possédais encore de mes économies, loin de ses yeux. Je vendis même discrètement quelques bijoux anciens que j'avais hérités de ma mère pour financer ce qui allait venir. Chaque euro placé à l'abri devenait une arme de plus. Je rédigeai aussi un testament, sous la plume attentive du notaire. Dans ce document, tout était clair. Mes biens reviendraient à mon petit-fils Tommy sous la gestion d'un administrateur désigné par le tribunal, et non par Émilie. J'y avais mis toute ma volonté, chaque mot pesé avec soin. Ce n'était pas seulement un acte juridique, c'était une déclaration d'amour et de protection. En parallèle, je commençais à rassembler des preuves. Je me souvins du vieil ordinateur portable de Daniel, oublié au grenier. Je l'ouvris un soir quand Émilie était sortie voir une amie. Le mot de passe était toujours le même, une vieille combinaison qu'il utilisait depuis ses années d'étudiant. Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. À l'intérieur, je découvris des dossiers, des photos, des emails. Je tombais notamment sur un brouillon de messages qu'il n'avait jamais envoyé, où il écrivait sa peur qu'Émilie manipule ses décisions, son inquiétude sur l'argent et les papiers. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus une intuition, c'était une trace, un écho de sa voix qui me suppliait d'agir. J'imprimais tout, rangeais chaque document dans une chemise que je cachais sous le double fond de ma commode. Chaque soir, je la consultais, je la complétais, comme une religieuse récitant son office. J'avais enfin un but, la vérité. Dans le même temps, je fis mine d'accepter la vie qu'Émilie m'imposait. Je préparais les repas, sans me plaindre, je rangeais la maison, j'étais présente pour Tommy. Mais derrière chaque geste banal, mon esprit calculait, organisait, attendait. Émilie, aveuglée par son sentiment de supériorité, ne voyait rien. Elle pensait que je m'étais résignée, que j'étais trop vieille et trop faible pour résister. Un soir pourtant, alors que je couchais Tommy, il me prit la main et me dit doucement « Mamie, pourquoi maman est toujours fâchée contre toi ?» Je sentis mes yeux se remplir de larmes. « Ce n'est pas grave, mon chéri, murmurai-je. L'important, c'est que toi tu saches que je t'aime. » Mais au fond de moi, je me fis une promesse. Il ne grandirait pas dans le mensonge. Je commençai alors à écrire. Dans un carnet en cuir, je consignais tout. Les humiliations subies, les phrases exactes prononcées par Émilie, les documents trouvés, les démarches effectuées. Chaque ligne devenait une pierre pour construire mon dossier. Ce journal, c'était ma mémoire contre l'oubli qu'elle voulait imposer. Puis je pris un rendez-vous secret avec un avocat recommandé par le notaire. Un homme sobre, calme, habitué à ce genre de conflits familiaux où l'amour et l'argent se mélangent en poison. Il écouta mon histoire sans m'interrompre, nota chaque détail, observa les documents que je lui tendais. Quand je finis, il hocha lentement la tête. « Madame, vous avez raison de vous protéger. Votre belle-fille a commis plusieurs irrégularités. Nous pourrons agir, mais il faut rassembler encore plus de preuves. Laissez-la se compromettre. Nous serons prêts. » Ces mots furent un baume. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. De retour à la maison, je pris un air encore plus effacé, plus obéissant. Émilie y vit une victoire. Elle m'ordonna de débarrasser, de garder Tommy à l'improviste, de lui céder ma chambre pour ses invités un week-end. J'acceptais tout sans protester. Mais chaque sourire que je lui adressais cachait une pensée glaciale. Bientôt, tu tomberas dans ton propre piège. Et, dans le secret de mes nuits, j'imaginais déjà ce moment. La table familiale dressée, les preuves alignées comme des armes, et Émilie face au miroir de ses mensonges. Je savais qu'alors mon silence deviendrait la plus implacable des condamnations. Le piège se referma plus vite que je ne l'avais imaginé. Tout avait commencé par une simple lettre recommandée. Le notaire, sur mes instructions, avait officiellement demandé une vérification du titre de propriété. Émilie reçut le courrier un mardi matin. Je l'entendis ouvrir l'enveloppe, puis le claquement sec de la porte quand elle entra dans la cuisine.
Son visage était blême, mais ses yeux brillaient d'une rage qu'elle tentait de contenir. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» lança-t-elle en agitant le papier devant moi. Je ne répondis pas. Je continuais à éplucher mes pommes de terre comme si de rien n'était. Ce silence, ce refus d'entrer dans son jeu, la déstabilisa plus qu'un cri. Elle tapa du poing sur la table. « Tu crois pouvoir me piéger ? Tu crois que cette maison est encore à toi ?» Je levai enfin les yeux. « Je ne crois rien, » dis-je calmement. « Je sais. » Elle me toisa longuement, puis, furieuse, quitta la pièce. Mais à partir de ce jour, la peur s'insinua dans ses gestes. Elle verrouillait ses papiers, passait des coups de téléphone dans le jardin, baissait la voix quand elle parlait. Moi, je me contentais d'observer, de noter. Le masque de l'assurance commençait à se fissurer. Quelques jours plus tard, j'organisai un dîner. Pas un grand repas, mais une réunion de famille. La sœur de Daniel, ses cousins, une vieille tante de Lille. Émilie crut à une tentative de réconciliation et accepta, flattée de pouvoir se montrer en maîtresse de maison. Mais ce soir-là, ce n'était pas elle qui tenait les rênes. La table était dressée simplement, mais avec soin. J'avais préparé les plats que Daniel aimait. Un gratin dauphinois crémeux, du poulet rôti, une tarte aux pommes maison. Tout le monde riait, se souvenant des anecdotes d'autrefois. Émilie souriait mécaniquement, mais je voyais ses doigts crispés sur sa serviette. Au milieu du repas, je posai doucement mes couverts et sortis une chemise cartonnée que j'avais placée à côté de mon assiette. Le silence tomba. Émilie fronça les sourcils. « J'aimerais partager quelque chose, » dis-je d'une voix ferme, pour l'honneur de Daniel. Je sortis les premiers documents. Le titre de propriété original signé en 2018 prouvant que j'étais toujours copropriétaire. Les yeux des invités s'écarquillèrent. Émilie pâlit. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. Je sortis ensuite une copie du brouillon d'email retrouvé sur l'ordinateur de Daniel. Sa voix résonnait à travers ces mots tapés maladroitement. « Je sens qu'Émilie me cache des choses. Je suis inquiet pour les papiers et l'argent. Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, ne la laisse pas tout prendre. » Un frisson parcourut l'assemblée. La tante de Daniel porta une main à sa bouche. Émilie, blême, se leva brusquement. « Ce sont des mensonges, de faux documents !» cria-t-elle. Mais à ce moment-là, la porte s'ouvrit. Mon avocat entra accompagné d'un huissier. Tous deux avaient accepté de venir constater, en toute légalité, l'existence des preuves et l'authenticité des documents. L'huissier posa son cachet sur les copies, sous les yeux médusés de la famille. Émilie recula, comme acculée. Elle chercha un soutien dans les regards autour de la table, mais tous la fuyaient. Même ses propres parents, présents ce soir-là, avaient le visage fermé, incapables de la défendre. Je pris une inspiration et je conclus d'une voix claire. Émilie a cru pouvoir m'effacer. Elle a cru que je n'étais qu'une vieille femme sans défense. Mais Daniel m'avait confié sa mémoire et je ne permettrai jamais qu'on la salisse. Un silence lourd suivit. Puis, l'un des cousins de Daniel prit la parole, d'une voix tremblante. On savait qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais on n'osait pas parler. Ce fut le début de l'écroulement. Émilie quitta la salle précipitamment, le visage ravagé par la colère et la honte. Derrière elle, des murmures s'élevèrent, des souvenirs refirent surface. On se rappela ses absences pendant la maladie de Daniel, ses séjours soi-disant chez une amie, son indifférence glaciale à l'enterrement. Tout ce qu'elle avait tenté de cacher éclata en plein jour. Quant à moi, je restai immobile, mais à l'intérieur, je sentis une délivrance. Le piège venait de se refermer. Elle n'était plus la veuve respectable qu'elle prétendait être. Elle était dévoilée, seule, face à ses mensonges. Cette nuit-là, en me couchant, je n'avais pas besoin de prier. Je savais que la justice, désormais, était en marche. Après ce dîner, plus rien ne fut jamais pareil. Le silence pesant qui avait suivi la fuite d'Émilie s'était prolongé dans les jours suivants, mais il n'était plus dirigé contre moi. Cette fois, c'était elle que l'on fuyait.
Dans le quartier de Tourcoing, les voisins, autrefois si prompts à la saluer, détournaient désormais le regard. Les rumeurs s'étaient répandues vite. Il faut dire que dans une petite ville, rien ne reste caché longtemps. On murmurait à la boulangerie qu'elle avait manipulé Daniel, qu'elle avait tenté de me chasser alors même que j'étais encore copropriétaire. La famille de Daniel, elle, entra dans une sorte de tempête silencieuse. Les cousins, les tantes, les proches qui, autrefois, prenaient ses sourires pour de la force, se rappelaient désormais ses absences, ses attitudes glaciales. Les langues se déliaient. On racontait qu'à l'hôpital, elle avait toujours le téléphone à la main, qu'elle sortait souvent sous prétexte d'appels urgents, qu'elle évitait soigneusement les moments où Daniel aurait pu parler de choses sérieuses. Chacun dans son coin avait perçu quelque chose d'étrange, mais personne n'avait osé. Jusqu'à ce soir-là. Même ses propres parents, qui habitaient non loin de Roubaix, ne prirent plus sa défense. Sa mère, rencontrée par hasard au marché, m'approcha d'un pas hésitant. « Nous ne savions pas », murmura-t-elle, les yeux baissés. Je la regardai longuement et je compris qu'elle aussi portait désormais le poids de la honte. Émilie, de son côté, tenta d'abord de contre-attaquer. Elle parla d'un complot, affirma que j'avais manipulé la mémoire de Daniel pour reprendre ce qui ne m'appartenait plus. Mais elle n'avait ni preuve, ni allié. Chaque mot qu'elle prononçait sonnait comme une vaine justification. Plus elle parlait, plus elle s'enfonçait, et autour d'elle, le cercle se rétrécissait. Ses amis cessèrent de l'inviter, ses collègues de la saluer. L'image parfaite qu'elle s'était construite se fissurait de toutes parts. Pendant ce temps, je m'étais éloignée du tumulte. J'avais quitté temporairement la maison, le temps que la procédure judiciaire s'engage officiellement. Je louais une petite chambre dans une pension du centre-ville, au-dessus d'une librairie. Les murs y sentaient le papier ancien et le bois ciré. Chaque soir, j'y trouvais un calme nouveau, loin des cris étouffés et des manipulations. De là, j'observais la famille se désagréger. Les cousins, autrefois unis autour des fêtes de Noël ou des anniversaires, se disputaient désormais à propos de ce qu'ils avaient soupçonné ou non. Certains m'appelaient pour me demander pardon de n'avoir rien dit plus tôt. D'autres, trop honteux, restaient dans le silence. Mais ce qui était sûr, c'est qu'Émilie avait perdu toute emprise. Je la revis une fois par hasard à la sortie du tribunal où l'audience préliminaire avait été fixée. Elle portait un tailleur sombre, ses cheveux tirés en arrière comme pour sauver une dignité déjà envolée. Quand nos regards se croisèrent, je vis dans ses yeux non plus de l'arrogance, mais une peur presque animale. Elle savait que ses mensonges avaient trouvé leurs limites. Elle savait aussi qu'elle avait déjà perdu, même si le juge n'avait pas encore rendu son verdict. Pourtant, malgré la colère qui avait alimenté ma résistance, je ne ressentais pas de triomphe. Il y avait en moi une mélancolie sourde. Voir cette famille se fissurer, voir les rancunes et les accusations éclater au grand jour, c'était comme assister à l'effondrement d'un édifice auquel j'avais appartenu, même de loin. Daniel avait toujours rêvé d'un foyer uni, d'un enfant qui grandirait entouré d'amour. Or, ce qu'il laissait derrière lui n'était que déchirement et suspicion. Je passais de longues heures à marcher dans les rues de Tourcoing, le long du canal, ou dans le parc Barbieux à Roubaix, lorsque le besoin de m'éloigner devenait trop fort. Je m'asseyais sur un banc, j'écoutais les enfants rire et je pensais à Tommy. Lui seul demeurait ma boussole. Je devais tenir, non pour moi, mais pour lui. Car ce petit garçon avait déjà perdu son père. Il ne devait pas grandir avec des mensonges. Dans la pension où je logeais, je repris mon carnet de cuir. J'y consignais tout, les dates, les témoignages, les fragments de vérité qui s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle. Mais j'y ajoutais aussi des souvenirs doux, des anecdotes sur Daniel enfant, ses rêves, ses colères d'adolescent, ses éclats de rire. Ce carnet n'était plus seulement un outil pour ma défense. C'était une promesse à mon petit-fils
qu'il connaîtrait la vérité, qu'il aurait accès à la mémoire de son père telle qu'elle avait été, et non telle qu'on avait voulu la falsifier. Et plus les jours passaient, plus je sentais que quelque chose changeait en moi. Je n'étais plus seulement cette mère endeuillée, cette femme qu'on avait tenté de réduire au silence. J'étais devenue une gardienne, gardienne de la vérité, gardienne de l'héritage de Daniel, gardienne de l'avenir de Tommy. La chute d'Emily, elle, se poursuivait inexorablement. Des anciens voisins me rapportaient qu'on ne la voyait presque plus, qu'elle sortait à peine de la maison, que son regard fuyait dès qu'on l'abordait. Ses alliés s'évaporaient un à un. Elle s'était coupée de tout, prisonnière de son propre mensonge. Et moi, dans ma petite chambre au-dessus de la librairie, je préparais la suite. L'heure de vérité approchait. L'audience définitive allait sceller le destin de cette maison, de cet enfant, et au fond, le mien aussi. Je n'étais plus une victime. J'étais prête. Le jour de l'audience arriva, froid et clair comme un matin de janvier. J'avais mal dormi, mais une étrange énergie me portait. Dans le tramway qui me conduisait de Tourcoing à Lille, je tenais contre moi la chemise cartonnée remplie de preuves, comme si je portais le cœur même de Daniel. Les visages des voyageurs se brouillaient dans la vitre, mais je n'entendais qu'une seule voix, celle de mon fils, me soufflant doucement. « Tiens bon, maman. » Le palais de justice de Lille m'apparut immense, austère, avec ses colonnes de pierre et son parvis battu par le vent. Je montais lentement les marches, soutenu par mon avocat. À l'intérieur, l'air sentait le papier ancien, la poussière et le café froid. La salle d'audience, bois sombre et bancs usés, semblait chargée de toutes les histoires de vies brisées qui avaient été jugées. Emily était déjà là. Elle portait un tailleur noir impeccable, ses cheveux tirés en arrière, un foulard de soie autour du cou. À première vue, elle avait l'allure d'une veuve digne. Mais quand nos regards se croisèrent, je vis la faille. Ses yeux brillaient d'inquiétude, ses doigts tremblaient légèrement sur son sac. Elle n'était plus la femme sûre d'elle qui m'avait jetée dehors. Elle était sur la défensive, et elle le savait. Le juge entra, une femme aux cheveux courts, au regard perçant. L'audience débuta. Mon avocat se leva et exposa calmement les faits. Le titre de propriété datant de 2018, jamais modifié, la tentative d'Emily de me faire signer un faux transfert, les emails retrouvés sur l'ordinateur de Daniel, où il exprimait ses doutes et ses craintes, enfin, la différence flagrante entre sa véritable signature et celle du testament supposément établi quelques jours avant sa mort. Chaque document fut présenté, chaque pièce soigneusement déposée devant le juge. Emily tentait de garder contenance, mais je voyais ses joues pâlir à mesure que la vérité se déployait comme une nappe glacée. Son avocat, un jeune homme nerveux, essaya de contester, parlant de griefs personnels et de fantasmes alimentés par le deuil. Mais ses arguments s'écrasaient face à la solidité des preuves. Puis ce fut à Emily de parler. Elle se leva, sa voix faussement ferme. Daniel voulait que je sois l'héritière. Je l'ai accompagnée jusqu'au bout. C'est injuste qu'on mette en doute ma parole. Mais le juge l'interrompit rapidement. « Madame, les documents parlent, et les incohérences sont trop nombreuses pour être ignorées. » À ce moment précis, je sortis la dernière pièce de mon dossier, le brouillon d'email de Daniel. Je lus à voix haute, d'une voix tremblante mais claire. Je sens qu'Emily me cache des choses. Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, ne la laisse pas tout prendre. Le silence tomba dans la salle, même les chuchotements s'éteignirent. Emily baissa la tête, ses lèvres se serrèrent. Elle savait qu'elle venait de perdre. Le juge reprit, solennel. Après examen, la Cour déclare que le testament présenté est nul et non avenu, pour cause de falsification manifeste. La maison et les biens de feu, Daniel, reviennent donc à son héritière légale, sa mère, Madame Ruth Delaunay. Mon souffle se bloqua dans ma poitrine. Ces mots, je les avais attendus, redoutés, espérés. Mais la décision ne s'arrêtait pas là.
Concernant la garde de l'enfant, le tribunal estime que Madame Emily n'a pas démontré un comportement conforme à l'intérêt supérieur du mineur. La garde de Tommy est confiée à sa grand-mère paternelle. J'eus l'impression que le temps s'était suspendu. Mon petit-fils, je pouvais désormais l'élever, le protéger, lui transmettre l'histoire de son père sans mensonge. Emily se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Ses yeux lançaient des éclairs, sa voix se brisa. « Vous ne pouvez pas me prendre mon fils, vous m'arrachez tout. » Le juge la fixa calmement. « Non, madame, vous vous êtes arraché vous-même. » Ces mots tombèrent comme une pierre. Emily éclata en sanglots, puis, dans un geste désespéré, quitta la salle d'audience en claquant la porte. Je la regardais partir sans bouger. Je ne ressentais pas de victoire éclatante, mais une profonde lassitude mêlée de soulagement. Mon avocat posa une main discrète sur mon bras. « Vous avez gagné, madame. » Mais je ne pensais pas à moi. Je pensais à Daniel, à son sourire d'enfant, à son regard d'homme fatigué sur son lit d'hôpital. Ce n'était pas une victoire. C'était simplement la justice qui lui était enfin rendue. Après l'audience, je sortis du palais de justice dans l'air glacé. Le ciel était d'un bleu pâle, traversé par des nuages filants. Je respirais profondément, comme si l'air redevenait enfin respirable après des mois d'oppression. Tommy m'attendait chez une cousine, insouciant, riant sûrement à ce moment-là. Et moi, je tenais dans mes mains une clé, pas seulement celle de la maison retrouvée, mais celle d'un avenir possible. Un avenir où le silence ne serait plus une prison, mais une force tranquille. Quand je franchis de nouveau le seuil de la maison, j'eus l'impression de revenir dans un lieu à la fois familier et étranger. Les murs de briques rouges de Tourcoing se tenaient droits, immuables, mais l'air n'était plus le même. Je n'étais plus une invitée tolérée, ni une intruse surveillée. Je n'étais plus une vieille femme priée de partir dans 3 jours. J'étais chez moi. La clé tourna dans la serrure sans résistance. La porte s'ouvrit sur un silence dense, presque solennel. Le salon portait encore les marques de l'abandon, quelques cartons restés empilés, des rideaux tirés trop longtemps, une poussière fine recouvrant les meubles. Mais je sentais que le souffle de Daniel habitait encore ces lieux. Je posai ma main sur la table du séjour, celle autour de laquelle nous avions partagé tant de repas. Elle vibrait d'une mémoire obstinée. Je pris d'abord soin de la cuisine. C'était toujours là que bat le cœur d'une maison. J'ouvris les fenêtres, laissai entrer le froid vif de l'hiver, comme une purification. Je frottais l'évier jusqu'à ce qu'il brille. Je rangeais la vaisselle. Je déposais une théière fumante sur la table. Ce fut mon premier geste de renaissance. Puis je montai dans la chambre de Daniel. Tout était resté figé. Sa veste encore pendue au porte-manteau, ses livres alignés avec une rigueur qui lui ressemblait, le jouet de Tommy oublié sous le lit. Je caressai du bout des doigts le col de la veste, et une larme glissa sur ma joue. Mais ce n'était plus le même chagrin. Ce n'était plus la douleur écrasante du deuil, ni l'humiliation d'être rejeté. C'était une mélancolie douce, teintée d'apaisement. Tommy arriva quelques heures plus tard, courant dans le couloir avec son rire clair. Il se jeta dans mes bras et je le serrai contre moi, respirant son odeur d'enfance et de savon. « Mamie, on reste ici ?» demanda-t-il, ses yeux brillants de curiosité. Je lui souris à travers mes larmes. « Oui, mon ange, ici c'est notre maison. » Les jours suivants, je m'appliquais à reconstruire. Je redonnais vie aux pièces en rangeant, en ouvrant les rideaux, en préparant les repas que Daniel aimait. Je pris soin de ne pas effacer les traces de son passage. Ses carnets restèrent dans la bibliothèque, sa photo trônait dans le salon. Je voulais que Tommy grandisse entouré de cette mémoire, qu'il sente la présence de son père, comme une lumière discrète mais constante. Un soir, après avoir couché mon petit-fils, je sortis le carnet en cuir où j'avais consigné mes notes, mes souvenirs, mes preuves. Je commençais une nouvelle page, non plus pour accumuler les injustices, mais pour écrire à Tommy.
Mon cher petit, écrivis-je, un jour tu liras ces pages. Tu sauras que ton père était un homme bon, généreux, qui méritait mieux que ce qu'il a subi. Tu sauras aussi que ta grand-mère a refusé de se taire, même quand tout semblait perdu. Je nouais un ruban rouge autour du carnet et le rangeai dans le tiroir de ma table de chevet. Ce n'était plus un dossier de combat, mais un héritage de vérité. Les mois passèrent. Émilie disparut de notre horizon. On disait qu'elle avait quitté la région, qu'elle avait refait sa vie ailleurs. Je n'éprouvais plus ni colère ni désir de vengeance. Sa déchéance parlait d'elle-même. Je préférais tourner mes forces vers Tommy, vers cette maison redevenue refuge. Un matin de printemps, alors que les magnolias fleurissaient dans les jardins de Tourcoing, je m'assis sur le perron avec une tasse de thé. Le soleil caressait doucement mon visage. Tommy jouait dans la cour, courant après un ballon. Je le regardais, et pour la première fois depuis longtemps, je sentis une paix véritable, car j'avais compris quelque chose d'essentiel. Le silence peut être une prison, mais il peut aussi devenir une justice. J'avais gardé le silence quand il le fallait, j'avais préparé dans l'ombre, j'avais attendu que le moment juste vienne. Et quand il est arrivé, mon silence s'est transformé en force. Je pense souvent aux femmes comme moi, celles que l'on réduit, que l'on traite de trop émotives, de trop vieilles, de trop encombrantes. On nous croit effacés, mais nous savons attendre. Nous savons que la mémoire est notre arme, et que la patience est une justice plus implacable que la colère. Alors si un jour Tommy me demande « Mamie, comment as-tu fait ?» je lui répondrai simplement « J'ai choisi le silence ». Mais le silence qui protège, qui construit, qui finit par dire la vérité plus fort que n'importe quel cri. Je levai les yeux vers le ciel clair. « Daniel, murmurai-je, ton fils saura. Et il saura aussi que sa grand-mère n'a jamais reculé. » Je me levai, rentrai préparer le repas, tandis que la voix de Tommy résonnait dans le jardin. Et je sus que, malgré les blessures, malgré la perte, une nouvelle vie commençait. Parce qu'au bout du compte, ce que personne ne m'enlèvera jamais, c'est cette conviction profonde. La justice peut être lente, la vérité peut être étouffée. Mais une mère, même veuve, même vieillie, garde en elle une force que rien ni personne ne peut écraser. Et à celles qui m'écoutent, à celles qu'on a trop longtemps réduites au silence, je veux dire ceci, ne croyez pas que vos voix ne comptent pas. Le silence peut être une arme, mais quand il se brise enfin, il libère une vérité que plus rien ne peut enfermer. Oui, le silence est aussi une forme de justice.